Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré au traitement des déchets organiques dans les villes du Sud, au cours duquel nous allons échanger sur des exemples et des solutions existantes. Je m'appelle Émilie Martin, je travaille à ONU Habitat dans la section des services urbains de base et je vais avoir le plaisir de modérer ce webinaire. Avant de commencer, je tenais à vous indiquer quelques indications pratiques. Tout d'abord, vous pouvez nous adresser vos questions dans la partie dédiée dans le panneau de contrôle du webinaire. Il y a une partie questions. Cela sera utile pour la phase finale de questions et réponses. Et merci de bien préciser le destinataire de votre question. Par ailleurs, si vous avez des remarques générales ou si vous voulez simplement vous présenter, vous pouvez utiliser l'interface de chat à cet effet. Donc vous le verrez en bas, Chatter. Le webinaire sera enregistré et téléchargé sur le site web du campus New Urban Agenda où vous êtes enregistré. Vous pourrez également y trouver les présentations après quelques temps. Donc, vous allez voir l'agenda du webinaire d'aujourd'hui qui va s'afficher. Après une brève présentation de ma part, nous écouterons Adeline Mertena nous donner un aperçu général des options de traitement des déchets organiques. Puis, nous entendrons des intervenants nous présenter des exemples de traitement en Afrique de l'Ouest. Nous allons essayer de donner une vue d'ensemble des différentes solutions qui existent, des approches centralisées ainsi que des systèmes décentralisés. Tout d'abord, une petite présentation de ma part. Le webinaire d'aujourd'hui vous est présenté par l'Institut Wuppertal pour l'environnement, le climat et l'énergie et ONU Habitat dans le cadre du projet Urban Pathways. ONU Habitat et l'Institut Wuppertal travaillent ensemble dans le cadre de ce projet Urban Pathways, qui est financé par le ministère fédéral allemand de l'environnement et son programme ICI pour International Climate Initiative. Et dans ce cadre, nous coopérons avec des villes du Sud pour mettre en œuvre des activités dans les domaines de la mobilité durable, de la gestion de l'énergie et des déchets. Le but de ce projet est de contribuer aux objectifs climatiques, aux objectifs de développement durable et aux nouveaux programmes pour les villes. Et nous soutenons également le renforcement des capacités au niveau local et l'échange de bonnes pratiques, car nous sommes convaincus que c'est comme cela que nous pouvons apprendre les uns des autres. Et c'est bien l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, sur les déchets organiques. Quelques mots sur ONU Habitat où je travaille. ONU Habitat est le programme des Nations Unies pour les établissements humains qui travaille à favoriser un meilleur avenir urbain. Sa mission est de promouvoir le développement de villes socialement et écologiquement durables et de logements convenables pour tous. Afin de s'attaquer au problème de gestion des déchets solides municipaux, ONU Habitat a lancé une campagne que vous pouvez voir ici, intitulée Waste Wise Cities. Dans cette campagne, les participants sont soutenus et accompagnés sur des sujets cruciaux tels que la collecte et le suivi de données sur les déchets, l'échange de connaissances et de bonnes pratiques, des campagnes de promotion et de sensibilisation sur les déchets, ainsi qu'un soutien au financement de projets. Par exemple, nous envoyons un bulletin bimensuel aux membres de la campagne et nous développons actuellement des formations en ligne. Vous êtes tout à fait les bienvenus à nous rejoindre dans Waste Wise Cities. Quelques mots également sur notre partenaire, l'Institut Wuppertal. Il s'agit d'un institut de recherche allemand qui explore différentes manières de soutenir le développement durable au niveau local, national et international. L'un des principaux domaines de recherche de l'Institut est l'économie circulaire, c'est-à-dire une approche qui inclut également la gestion des déchets organiques. L'économie circulaire est l'une des stratégies clés pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris et les objectifs de développement durable. Et pour faciliter sa mise en œuvre, il ne faut pas seulement mettre l'accent sur une technologie, mais il faut tenir compte des différents contextes locaux et sociaux. Donc l'Institut cherche à comprendre et à soutenir ces processus, en particulier dans des contextes urbains, et en participant notamment à de grands projets au sein de l'Union européenne. Concrètement, il cherche à comprendre les arrangements institutionnels autour de l'économie circulaire, les mécanismes de financement disponibles à différentes échelles et les indicateurs permettant de mesurer et d'évaluer les impacts de ces technologies. Voilà donc pour une petite présentation rapide. Et maintenant, avant de commencer les présentations de nos intervenants, je voudrais vous soumettre un petit sondage pour en savoir un petit peu plus, vous, les participants. Donc nous allons vous partager un petit sondage que vous devriez voir sur votre écran prochainement. Voilà, donc nous souhaiterions savoir à quel secteur appartenez-vous, d'où venez-vous? Est-ce qu'il s'agit d'une municipalité, d'une ONG, du secteur privé, du milieu universitaire ou d'autres? Donc nous vous laissons quelques instants pour répondre et ensuite nous clôturerons le sondage.
Voilà, donc je pense que nous allons pouvoir bientôt clôturer le sondage. Et bientôt voir les résultats. Donc, de manière intéressante, nous avons surtout des municipalités, un petit peu d'autres, et puis milieu universitaire. Donc, ça promet d'avoir des questions intéressantes dans la phase finale des questions et réponses. Et donc, nous allons désormais passer au premier intervenant, qui est Adeline Mertena. Adeline est ingénieure en environnement, spécialisée dans la gestion des déchets solides dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Elle travaille comme coordinatrice de projet et chercheuse depuis 5 ans à l'Institut fédéral suisse des sciences et technologies aquatiques, EAWAG-Sandlek. Ses recherches portent principalement sur la récupération des ressources des déchets organiques, ainsi que sur le développement et l'application dans les écoles du concept d'économie circulaire. Et elle possède une grande expérience de terrain dans des pays comme la Colombie, le Pérou, la Bolivie, l'Indonésie ou encore le Népal. Adeline est co-auteur de plusieurs publications sur les technologies de traitement des déchets organiques et donne des conférences dans plusieurs universités. Donc, sur ce CV impressionnant, Adeline, je te passe la parole, voilà, pour une présentation d'environ 15 minutes. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que je peux déjà présenter mon écran? Est-ce que ça marche? Voilà, donc on va vous envoyer une invitation à partager l'écran. Cette fois, ça marche, n'est-ce pas? Tout à fait. Parfait. Merci, merci Émilie pour cette belle présentation. Alors, comme dit précédemment, je vais juste vous présenter un aperçu des différentes options de traitement des déchets qui existent. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur quelques aspects de terminologie, donc parce que les déchets biodégradables ou organiques, il y en a toute une panoplie. Et moi, je vais me concentrer plus spécialement sur ceux qui sont en vert, c'est-à-dire les déchets municipaux et les déchets des commerces, donc de ménage, de commerce, jardins et parcs, etc. Une des premières questions, c'est pourquoi est-ce que c'est important de s'attacher à cette problématique des déchets organiques? Eh bien, tout d'abord parce que dans les milieux à faible ou à moyen revenu, ça fait partie de la plus grande fraction des déchets générés. On voit sur ces deux diagrammes, donc pour les milieux à faible revenu, on a en général plus de 50% des déchets qui sont organiques, alors que si on va dans des milieux à revenus un peu plus élevés, ça a tendance à diminuer. Donc, on se rend compte que pouvoir gérer les déchets organiques de manière adaptée, c'est en fait pouvoir gérer une grande quantité de déchets générés. Et là, on voit 53%, mais dans certaines communautés ou municipalités, on arrive même à atteindre les 80%. Ensuite, en plus des grandes quantités générées, la mauvaise gestion des déchets organiques, elle a un grand impact sur différents éléments. Tout d'abord, un impact sur la santé, puisque ça permet la prolifération de parasites porteurs de maladies, comme certains insectes comme les moustiques par exemple, ou les rongeurs. Le Zika par exemple, le dengue ou la malaria sont tant de maladies qui sont également transmises par les moustiques, comme j'imagine que beaucoup d'entre vous le savent. Et finalement, ces moustiques, ils ont tendance à se reproduire dans des endroits où il y a des eaux stagnantes, et parfois la mauvaise gestion des déchets, elles engendrent justement ces eaux stagnantes. Ensuite, il y a aussi un problème d'odeur, de pourriture et des problèmes respiratoires liés au brûlage des déchets à l'air libre, qui est une pratique très courante dans les pays où on n'a pas forcément des systèmes de collecte et de traitement des déchets adaptés. En plus des impacts sur la santé, il y a également de nombreux impacts sur l'environnement. La mauvaise gestion des déchets engendre souvent le blocage des canalisations et donc on a plus de risques d'inondation ou d'érosion des sols. On a également des possibilités de contamination de l'eau, des sols par l'exsiviation. Contamination de l'air également, avec la génération de nombreux gaz à effet de serre comme le méthane, le N2O. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de se rendre compte que finalement, la mauvaise gestion des déchets organiques, ou typiquement la mise en décharge à l'air libre, est responsable du 7% des gaz à effet de serre qui sont générés dans certains pays d'Afrique. Ensuite, on a également un dernier élément qui est la détériorisation des paysages et qui impacte directement le tourisme et souvent l'économie aussi locale. Et outre ces aspects, on a également le problème de l'épuisement des ressources, parce que finalement, les déchets organiques, s'ils sont bien traités, ça peut être une ressource assez intéressante en termes de nutriments, de matières organiques et même d'énergie. Et si on regarde la map, on voit que finalement, il y a beaucoup d'endroits où le sol est très pauvre en nutriments. Donc, on a la plupart du monde est en fait en orange ou rouge. Et en fait, si on arrivait à mieux valoriser les déchets organiques, on pourrait peut-être améliorer la condition.
Et dernier élément encore, c'est que finalement, en faisant une mauvaise gestion des déchets organiques, souvent on impacte également les autres matériels recyclables qui ne sont pas organiques, comme je reviendrai là-dessus plus tard. J'imagine que beaucoup de vous sont déjà très familiers avec cette pyramide hiérarchie des déchets. Donc la priorité, elle est toujours mise sur la réduction. En termes de déchets organiques, on parle souvent d'éviter le gaspillage alimentaire, même si cette notion de gaspillage alimentaire, souvent, elle est beaucoup plus présente dans les pays à haut revenu qu'à faible revenu. Et un autre élément qui est très important, c'est le recyclage. Mais souvent, pour pouvoir recycler, ce qui est très important, c'est de trier. Si on ne trie pas les déchets, et souvent si on ne les trie pas à la source, on aura beaucoup de difficultés de pouvoir recycler, que ce soit les déchets organiques ou inorganiques. Et le tri, souvent, on préconise un système de tri en 3 phases. Donc, premièrement, séparer les déchets organiques pour pouvoir les composter ou faire des autres traitements par la suite. Les déchets secs, c'est-à-dire le papier, le verre, etc., pour pouvoir ensuite les recycler, et les autres déchets, ceux qui ne sont ni organiques ni recyclables, on les met à part, et comme ça, c'est ceux-là qui devraient être envoyés dans les décharges. Maintenant, si on regarde les options de technologie de traitement des déchets organiques, il y en a toute une panoplie, comme on voit sur ce diagramme. Donc ça fait partie d'un article scientifique qui a été publié en 2007 par notre institut. Et là, on voit qu'il y a plein de traitements différents. Donc, on a les technologies et les procédés en haut. Ensuite, on a différents produits. Et finalement, on a certaines utilisations finales. Et finalement, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'avec toutes les options de traitement qui existent, on a en fait 3 catégories d'utilisation finale majeures, c'est-à-dire soit l'élevage, c'est-à-dire transformer le déchet organique en source d'alimentation pour les animaux. On a aussi l'agriculture, donc utilisé plutôt comme fertilisant ou amendement des sols, ou sinon l'aspect plutôt énergétique. Et là, je vais vous présenter brièvement certaines de ces options. Tout d'abord, il y a l'usage donc direct, c'est-à-dire l'application des déchets organiques dans les champs, donc l'épandage dans les champs ou comme nourriture pour les animaux. Effectivement, c'est une option très simple puisqu'il n'y a pas d'équipement nécessaire, mais par contre, elle comporte certains risques car il n'y a pas de contrôle ou de traitement des déchets à proprement parler. Et donc, on a un risque de blocage des nutriments dans les sols. On a aussi un risque de contamination des eaux souterraines. Quand on parle de donner les déchets organiques directement aux animaux, parfois on peut avoir aussi de faibles contributions nutritionnelles. Et un autre élément qui est encore plus problématique, je pense, c'est le problème des déchets pollués qui entraînent une contamination et qui donne un risque d'intoxication qui est transféré par la chaîne alimentaire. Et par exemple, on voit l'image en dessus des vaches qui se nourrissent au milieu des déchets. Et il y a des études qui ont montré qu'en fait, les vaches qui se nourrissent de déchets mixtes, c'est-à-dire avec plastique et autres, finalement, souvent, ça a un impact sur le lait qu'elles produisent. Et donc, ça risque de contaminer les gens qui boivent ce même lait. Ensuite, donc, maintenant, on va plutôt du côté des technologies à proprement parler. Donc, une des technologies les plus connues et les plus utilisées, c'est le compostage. Et il y a différentes façons de faire du compost, mais une des plus utilisées est en andin. Et comme on voit la photo du dessus, c'est en fait en aération passive, c'est-à-dire on laisse la dégradation se faire, on va peut-être retourner le compost quelques fois, mais l'aération reste passive, contrairement à la photo du dessous qui montre un système d'aération actif, où là, en fait, on injecte réellement de l'air dans les piles de compost. Ensuite, il y a aussi le compostage en cuve qui est une autre option et ça peut être fait à petite échelle ou plus grande échelle. Là, l'objectif, c'est en fait d'accélérer le processus de décomposition. Bien sûr, il y a un coût majeur par rapport à ça. On ne parle pas de grande technologie, mais quand même, il y aura un coût d'infrastructure plus important. Et également, il faudra avoir un peu plus de connaissances de comment faire le traitement de manière adaptée. Ensuite, une autre option, c'est le lombricompostage ou le vermicompost, où c'est finalement très similaire au compost, mais avec une valeur ajoutée, puisqu'on a en plus de l'engrais ou de l'amendement, on a également les vers de terre, et ces vers de terre peuvent être utilisés comme substitut dans la chaîne alimentaire. Par exemple, en Indonésie, c'est très utilisé pour nourrir les crevettes, et également dans la médecine chinoise, on peut faire une sorte de poudre avec les vers de terre, et finalement, c'est aussi une valeur ajoutée à notre traitement. Une autre option, c'est également les mouches soldats noirs. C'est une technologie plutôt innovante ou innovatrice qui commence gentiment d'émerger dans différents pays, également en Afrique. Je crois qu'en Afrique du Sud et en Tanzanie, ils commencent d'avoir des stations de traitement avec les mouches soldats noirs. Et l'idée là, en fait, c'est de faire de l'élevage de mouches à partir des déchets.
Et là, comme on voit sur la photo du bas, donc on a des sortes de boîtes où simplement on met les déchets organiques et les larves. Les larves mangent les déchets, grandissent, et ensuite ces mêmes grosses larves, on va les donner comme nourriture pour les poissons, pour les poulets, etc. Comme autre option, on a également les déchets organiques comme source d'énergie ou d'engrais. Donc, on a la digestion anaérobie, qui est également une technologie largement utilisée pour produire du biogaz. Et donc, les 3 images qu'on voit là, premièrement, c'est un dôme flottant, c'est-à-dire que le gaz qui va se créer va faire augmenter la hauteur du dôme, et c'est comme ça qu'on saura quand on aura produit du gaz ou pas. Ensuite, il y a le ballon, où simplement c'est une sorte de grand sac qui va se remplir de gaz et qu'on pourra utiliser par la suite, ou également le dôme fixe c'est pas une construction qui peut changer en fonction de la génération de gaz. Et ensuite, ce même biogaz, on peut l'utiliser pour cuisiner directement, donc on peut simplement le connecter à une cuisine, ou alors on peut le transformer en électricité, mais là, c'est un peu plus compliqué et ça demande un peu plus d'installation. Une autre option également, c'est la pyrolyse lente ou carbonisation. Cette technologie-là, elle est particulièrement intéressante pour les déchets qui ont une haute teneur en cellulose, c'est-à-dire tout ce qui ressemble pas mal au bois. Et finalement, ça, c'est une alternative à des combustibles solides pour la cuisine. Par exemple, c'est l'alternative au charbon de bois qu'on utilise normalement dans les cuisines et qui sont également responsables de la grande partie de la déforestation. Alors voilà, je vous ai présenté de nombreux options de traitement. Et la question maintenant, c'est de savoir comment choisir, quelle est l'option de traitement adaptée dans votre contexte. Alors premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien savoir quels sont vos objectifs. Pourquoi est-ce que vous voulez traiter vos déchets organiques? Si on part du principe, par exemple, qu'une municipalité désire traiter les déchets organiques pour essayer de réduire la quantité de déchets qui arrivent à la décharge, ça sera tout à fait une autre approche que si c'est une personne d'un secteur privé qui désire plutôt faire des bénéfices avec le traitement des déchets. Donc, par exemple, dans le cas où on veut simplement éviter que les déchets aillent à la décharge, il faudra avoir un traitement où on a le moins de résidus possible. Alors que si on a un secteur privé, on voudra peut-être avoir le produit final qui a le plus de valeur sur le marché. Donc, ces questions de pourquoi est-ce qu'on veut traiter les déchets, c'est très important. Ensuite, ce qui est aussi très important, c'est de considérer les types de déchets organiques qui sont produits, parce que toutes les technologies ne sont pas adaptées au même type de substrat. Donc, il faut bien réfléchir à qu'est-ce qu'on a comme substrat et qu'est-ce qui est adapté pour quelle technologie. Ensuite, il faut aussi regarder le côté plus législatif des régulations, voir s'il n'y a pas de lois qui contredisent l'utilisation d'un certain produit. Par exemple, l'utilisation des mouches soldats noirs en Suisse. Donc, je suis basée en Suisse. Ici, ça serait très difficile de donner comme nourriture pour des animaux qu'on va consommer par la suite, parce que par loi et à cause de la grippe aviaire et porcine, maintenant, c'est interdit. Donc, ce genre d'éléments sont importants quand on décide d'une technologie. Ensuite, il faut aussi regarder l'utilisation finale et voir s'il y a un marché pour ça. Souvent, par exemple, on préconise le compost, mais malheureusement, les personnes qui utilisent le compost sont en général des paysans et n'ont souvent pas les moyens de payer un compost, ou alors les autres alternatives qui existent sur le marché sont vraiment plus abordables pour eux. Et du coup, on a ce problème qu'on produit quelque chose qui ne pourra pas être acheté sur le marché, on n'arrivera jamais à une situation viable économiquement. Ensuite, ce qui est aussi important, c'est de regarder les compétences et les connaissances disponibles. L'objectif, c'est pas d'avoir une technologie très très belle qui finalement ne marchera pas après un mois parce qu'il nous manque le matériel nécessaire. Voilà, donc c'est un peu tout pour l'aperçu général des traitements des déchets organiques. Donc mon institut a travaillé de nombreuses années sur la question. On a beaucoup de publications que vous pouvez trouver en ligne. Et si j'ai réussi à susciter votre intérêt pour cette thématique, je vous invite à aller à visiter notre page internet et télécharger ces différents documents. Il y en a beaucoup qui sont en anglais, mais je pense quand même que quelques-uns sont en français. Et également, je voulais partager avec vous notre MOOC. C'est un cours en ligne sur la gestion des déchets. Et là, on a une semaine consacrée entièrement à la gestion des déchets organiques, mais on a également des autres thématiques qui sont abordées sur la gestion en général. Et le cours est gratuit. Vous pouvez soit l'accéder sur Coursera où il y a des quiz et même un examen, ou alors directement sur YouTube. Pour Coursera, il faut juste une adresse email et c'est tout. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup Adeline pour cette présentation à la fois concise et très enrichissante, très instructive. Je crois que ça va susciter un certain nombre d'intérêts.
J'en profite pour dire ici que nous ne prenons pas des questions à ce stade. Nous allons adresser les questions à la fin, dans la phase de questions et de réponses. Mais surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions dans l'interface à cet effet. Merci de bien indiquer à qui vous l'envoyez, voilà, pour qu'on ait un dialogue à la fin de cette session, à la fin de ce webinaire. Avant de passer au prochain intervenant, nous allons avoir encore deux petits sondages pour en savoir à nouveau un petit peu plus sur vous. Donc, avec une première question qui va s'afficher également sur votre écran. Donc, est-ce qu'un système de collecte et de traitement séparé des déchets organiques existe dans votre ville? Oui ou non? Assez simple. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Et je pense qu'on peut clôturer le sondage maintenant pour voir les résultats. Voilà, 50-50, égalité parfaite. Et une deuxième question qui va également s'afficher, à savoir qui est en charge de collecter les déchets organiques? Donc une municipalité, une ou des ONG, le secteur privé, des PPP, une ou des organisations communautaires. Voilà, je crois que tout le monde a pu voter. Nous allons bientôt voir les résultats. Allez, encore 2 secondes. Voilà. Alors, de manière très majoritaire, les municipalités à 70% et 20% par une ou des organisations communautaires. Merci beaucoup pour ces informations. Nous allons désormais faire un tour au Sénégal avec Abdoul Bahrim Baké, qui est sénégalais et qui s'est engagé à apporter des solutions environnementales sur la gestion des déchets dans son pays, la gestion des déchets étant un défi majeur au Sénégal. Diplômé de l'école supérieure polytechnique, il a créé en 2014 sa start-up environnementale Ciprovis afin de résoudre à petite échelle les problèmes liés à la gestion des déchets en proposant des services sur mesure aux ménages et aux entreprises. Son entreprise sociale compte aujourd'hui plus de 1000 clients et emploie plus d'une trentaine de jeunes. Donc, je vous passe la parole, Abdoul. Nous sommes impatients d'en savoir un peu plus sur votre activité. Merci, Émilie. Bonsoir à tous. Nous allons vous présenter en fait ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal concernant la gestion des déchets organiques. Donnez-moi juste un instant de mettre sur mode plein écran. OK. En fait, comme l'a dit Émilie tout à l'heure, on a créé une start-up environnementale qui s'appelle Ciprovis, qui est l'abréviation de Cité propre vie saine, qui s'active depuis 2014 en proposant des solutions à certains problèmes environnementaux rencontrés, pas que sur la gestion des déchets organiques, mais sur la gestion des déchets solides de manière générale. En se basant sur une problématique qu'on va voir tout à l'heure qui s'applique aujourd'hui au Sénégal et sur laquelle on a développé certaines solutions. Plus spécifiquement pour la ville de Dakar aujourd'hui qui fait face à pas mal de problèmes liés à la gestion des déchets. On estime à 850 tonnes le poids de déchets solides aujourd'hui qui est produit et qui va à la décharge tous les jours, avec à peu près 40% de la population aujourd'hui qui n'est pas desservie par le service de collecte des déchets. La résultante, c'est que les gens n'ayant pas de service de proximité pour évacuer leurs déchets jettent les ordures un peu partout, ce qui crée des décharges sauvages et laxistes un peu partout, d'où les bombes écologiques. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, la majeure partie des habitants ne sont pas desservis par un service de collecte, tout simplement parce qu'il y a un manque d'infrastructures
au niveau de la gestion des déchets. Malheureusement, le tri sélectif ne se fait pas à la base. Aujourd'hui, l'ensemble des déchets sur les axes où aujourd'hui il y a le service de la voirie, les camions qui passent, les déchets sont mélangés. Donc tout est mélangé, remis au camion qui aujourd'hui va transporter l'ensemble de ces déchets à la décharge. La décharge aujourd'hui où sont acheminés ces déchets s'appelle la décharge de Mbebes. Aujourd'hui, qui est une bombe écologique. Au vu de la superficie déjà, qui est une décharge non structurée à ciel ouvert, où sont acheminés des centaines de tonnes de déchets par jour et qui, puisés, polluent aussi bien l'air que les sols. Donc, c'est vraiment des problèmes environnementaux très conséquents auxquels Cyprovis aujourd'hui veut apporter des solutions. Aujourd'hui, mis à part le service existant qui s'occupe d'à peu près 60% des zones de collecte, il y a le secteur informel. Ce secteur est dominé aujourd'hui au Sénégal par les charretiers qui utilisent leurs charrettes et qui s'improvisent éboueurs pour aller collecter les déchets. Malheureusement, ces charretiers, pour la plupart, ne respectent pas le code de l'environnement et on retrouve les déchets collectés par ces charretiers dans des zones inhabitées ou des terrains vides où ces charretiers malheureusement vont déverser les déchets, ce qui contribue également à la création de décharges sauvages et laxistes. Donc nous, pour proposer une solution à cette problématique, on a commencé par l'éducation. Il faut que les gens changent de mentalité afin qu'ils puissent changer de comportement. Mais plus spécifiquement sur le thème qui nous interpelle aujourd'hui sur la gestion des déchets organiques, Cyprovis a mis en place un tri sélectif à la base. C'est-à-dire aujourd'hui, auprès des ménages et des entreprises, nous leur fournissons des poubelles de tri de plusieurs compartiments en suspension, leur permettant aujourd'hui de scinder cette même poubelle aujourd'hui qui était remise auparavant au service de la voirie, de la scinder en plusieurs poubelles, d'avoir les déchets organiques d'une part, les déchets plastiques, les déchets papier carton, les déchets aluminium. Donc la poubelle, elle est vraiment triée afin que ces déchets triés à la source puissent être collectés par Cyprovis et que ces déchets soient revalorisés. Pour le cas spécifique des déchets organiques, aujourd'hui, Cyprovis a un centre de traitement qui se trouve à peu près à 40 km de la ville de Dakar, à Bambilor, qui est un centre de compostage où sont acheminés l'ensemble des déchets organiques triés à la base, collectés par nos tricycles et qui sont acheminés sur ce centre. Sur le centre de Bambilor, aujourd'hui, nous faisons deux types de compost. Nous faisons du compostage, du lombricompostage qu'on a commencé récemment, qui se fait avec les vers. Donc, on a entamé il y a à peine 6 mois, car on a eu cette technologie qui nous est venue de nos collègues de la France qui est venue et sur laquelle on est en train de tester. Mais auparavant, on faisait du compostage en Anda, qui pour nous était la manière la plus simple, on va dire, de revaloriser ces déchets organiques et de limiter aujourd'hui le flux, parce que notre objectif principal, c'est de limiter le flux de déchets qui va à la décharge, d'intercepter ces déchets à la base, de les trier et de les revaloriser. Donc pour le cas des déchets organiques spécifiquement, ce compostage en andin nous permet aujourd'hui de transformer ces déchets organiques en engrais, en fertilisant, avec des procédés très simples qui ne nécessitent pas d'investissement lourd. Donc, c'est un local avec plusieurs box compartiments où sont traités les déchets par phase avec un système d'aéré qui permet comment dirais-je, de retourner et d'arroser les déchets organiques de manière régulière pour aujourd'hui avoir ce produit final. Lorsque
le compost, il est fini, il est emballé dans des sacs et redistribué à des agriculteurs. Heureusement, on a choisi cette zone Bambilor parce qu'il y a plusieurs zones d'agriculture et de maraîchage aux alentours, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble de pour la plupart de ces paysans peuvent bénéficier de cet engrais organique. Nous n'en sommes pas actuellement à la phase de commercialisation, ce qui fait que l'ensemble de l'engrais aujourd'hui qui est produit sur site est redistribué gratuitement aux agriculteurs qui peuvent en bénéficier pour les utiliser comme fertilisants dans leurs champs. Par contre, on est en train de travailler en parallèle sur d'autres pistes de revalorisation, de même que sur le fait de pouvoir investir pour pouvoir mieux, comment dirais-je, emballer le compost final afin qu'il soit commercialisé, aussi voir d'autres pistes de traitement des déchets organiques, comme le biogaz, sur lequel on travaille depuis un moment avec d'autres partenaires. Donc, en gros, c'est ce qu'on fait aujourd'hui à Dakar. Malheureusement, au niveau de l'État et de la municipalité, il n'y a pas de compostage qui se fait. Il n'y a pas encore, malheureusement, de traitement de ces déchets organiques. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'ensemble des déchets sont collectés. Le tri ne se fait pas et, comme l'a dit Adeline tout à l'heure, sans tri, il ne peut pas y avoir de revalorisation ni de recyclage. Donc, l'ensemble des déchets, malheureusement, va à la décharge. La raison pour laquelle nous, on s'est investi comme acteurs dans ce domaine afin de préserver notre environnement et de proposer des alternatives à ce fléau qui est aujourd'hui de collecter les déchets pour aller les jeter, épuiser dans des zones non structurées, comme notre décharge de Mbebes actuelle. On va dire que la gestion des déchets organiques, elle est un peu compliquée ici du fait du caractère fermentescible de ces déchets qui nécessite aujourd'hui une gestion rapide parce que entre le fait où les déchets sont collectés, s'il n'y a pas une gestion rapide et coordonnée, les déchets organiques pourrissent rapidement. Ce qui aujourd'hui entraîne cette difficulté. Heureusement pour nous, il y a des jours de collecte dédiés aux déchets organiques. Ces déchets sont préparés. Lorsqu'ils sont collectés aussi, il y a un système d'acheminement qui fait qu'une fois les déchets collectés, ils vont directement à la zone de traitement et une fois sur place, le processus suit son cours. Donc, en gros, c'est ce qu'on avait prévu de vous présenter. Ici, c'est juste pour vous donner un aperçu aujourd'hui des moyens de collecte, les tricycles motorisés que vous pouvez voir à l'écran, qui aujourd'hui aussi nous permettent de régler le fait que les camions aujourd'hui qui collectent, les camions de l'État qui collectent les déchets n'ont pas accès à la plupart des zones, étant donné que la plupart des quartiers sont mal lotis, les rues sont étroites, les camions ont des difficultés d'accès. Donc, nous, on a choisi des tricycles motorisés pour pallier à ce problème, qui peuvent aller dans des zones jusqu'ici inaccessibles aux services existants. Donc, ça nous permet d'avoir une plus grande couverture, alors que le camion ne passe que sur les grands axes. Et on a développé aujourd'hui des poubelles de tri qui n'existaient pas auparavant au Sénégal. Les gens ne savaient pas comment trier, car n'ayant pas de poubelle leur permettant de le faire. Donc, nous, on a développé ce concept. Comme vous pouvez le voir de part et d'autre, à droite sur la photo, je suis avec l'ambassadrice de la Suisse au Sénégal, pour qui nous avons mis en place aussi des poubelles de tri, leur permettant aujourd'hui de trier et de confier à Cyprovis la gestion de leurs déchets. Donc, toujours en image, les poubelles de tri qu'on propose pour faciliter la séparation des déchets afin que les déchets organiques puissent être collectés par Cyprovis et ensuite revalorisés. C'est tout pour ma part. Je suis à 12 minutes par rapport au temps, donc voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Abdoul.
pour cette présentation très intéressante. J'espère que nous aurons des échanges intéressants avec les participants. Voilà. Donc, je vous encourage bien à poser des questions si vous avez besoin d'éclaircissements, de précisions, de commentaires, etc. N'hésitez pas à nous indiquer vos questions. Nous allons désormais passer à un nouvel intervenant, Jean-Michel Médoc, qui est chercheur agronome spécialisé dans la gestion territoriale des produits résiduaires organiques, ou PRO. Après une période d'animation de la mission de valorisation agricole des déchets de la Réunion, Jean-Michel a rejoint le CIRAD en 2002 pour conduire des projets de recherche-action pour l'aide à la décision des acteurs agricoles, agro-industriels et municipaux, appliqués à la gestion de ces PRO. À ce jour, Jean-Michel a initié, coordonné et participé à plusieurs projets nationaux et européens qui traitent de cette question, ainsi que de formations à La Réunion, au Vietnam et en Afrique de l'Ouest. Il s'intéresse actuellement à la relation qualité des PRO et de la qualité nutritionnelle des productions agricoles. Je vous passe donc la main, Jean-Michel, pour une présentation qui s'annonce particulièrement intéressante. Bonjour à tous. Voilà, parfait, on vous entend. Voilà, bonjour. Bonjour à tous. Merci, Émilie, de me donner la parole. Donc, c'est aussi un plaisir d'avoir été sollicité par UN Habitat pour contribuer à ce webinaire. Donc, merci. Alors, ce que je vais vous présenter au nom de toute l'équipe dont vous voyez les noms affichés sur cette première diapositive, je vais vous présenter les principaux résultats du projet WABEF. Alors, WABEF pour Western Africa Biowaste for Energy and Fertilizer. Alors, c'était un projet de recherche-développement et de renforcement des capacités qui visait à promouvoir la méthanisation, alors plutôt de taille semi-industrielle, donc des systèmes de méthanisation supérieurs à 20 mètres cubes et plutôt, bien évidemment, collectifs. Des résidus organiques en Afrique de l'Ouest. Alors, WABEF est un projet qui a débuté en 2014. Il est terminé maintenant, mais il continue à vivre sa vie sous une autre forme, en tout cas aujourd'hui. Et donc, il avait impliqué à l'époque 6 partenaires, le CIRAD France à la coordination, l'Université Cheikh Anta Diop et l'Institut africain de gestion urbaine du Sénégal, l'AEDR Terry Abougou au Mali et le Centre Songhai au Bénin, donc pour les partenaires ouest-africains, et enfin la Fondation RUAF des Pays-Bas. Alors effectivement, le contexte africain et ouest-africain est particulièrement favorable au développement de ces technologies de transformation des déchets organiques. Alors en 2030, effectivement, nous aurons un demi-milliard d'habitants en Afrique de l'Ouest qui vont produire entre 500 et 600 grammes de déchets par jour et par habitant. Donc un potentiel absolument énorme de produits résiduaires, aussi bien dans les activités agricoles que agro-industrielles, municipales et forestières. Alors cette augmentation, elle va être effectivement très forte dans les années qui viennent. Et cette production de déchets, d'une manière générale, elle va être concentrée dans les zones urbaines. Comme l'a dit Abdoul tout à l'heure, ces déchets seront malheureusement toujours peu mobilisables. Et bien évidemment, ils représentent un potentiel énergétique extrêmement important. Alors, on peut aussi rajouter un potentiel agronomique, fertilisant extrêmement important. Et donc, bien sûr, face à cette pression qui est extrêmement forte, un besoin urgent d'énergie. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, donc les niveaux de consommation d'énergie électrique, surtout en zone rurale, sont extrêmement faibles. Et on se rend compte que cette consommation d'électricité, elle se concentre essentiellement en Afrique du Sud et en Afrique du Nord,
alors que cette consommation d'électricité en Afrique subsaharienne, elle n'est que de 25% pour finalement 80% de la population africaine. Et donc, l'énergie est un véritable enjeu de développement économique et bien évidemment, une forte demande des industries et des services qui se développent. Et bien évidemment, tout ça est engageant pour diminuer fortement la pression des déchets organiques sur l'environnement, diminuer les nuisances et les risques pour la santé humaine et augmenter en tout cas la protection des villes et des campagnes contre les pollutions et les nuisances, et enfin restaurer les paysages. Alors, je reprends ici finalement les mêmes termes qui ont été utilisés par Adeline et Awak Sandek. Bien évidemment, ça va nous permettre d'augmenter l'accès à l'énergie et la part des énergies renouvelables, de diminuer la déforestation, les émissions de gaz à effet de serre et augmenter les emplois pour une économie circulaire qui soit plus territoriale. Alors, je reviens maintenant au projet WABEF proprement dit, puisque WABEF avait pour objectif de contribuer au développement durable de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest en particulier par la promotion de la méthanisation ou de la digestion anaérobie, pour utiliser un autre terme, et pour recycler ces produits résiduaires organiques. Alors, pourquoi produits résiduaires organiques ? Alors, en anglais, on les a traduits par bio-waste au sens large, mais avec un trait d'union. À ne pas confondre avec bio-waste pour l'ancien terme déchets fermentescibles des ordures ménagères, par exemple. Et donc, WABEF s'intéresse au recyclage des pros par méthanisation, mais des pros, quels qu'ils soient, d'origine agricole, agro-industrielle et municipale. Et la finalité du projet, est de relier le traitement de ces produits résiduaires organiques à la production d'énergie pour les populations et les industries et de fertilisants pour les cultures et les étangs à poissons. Et alors ceci afin de boucler le cycle des matières organiques et tendre vers une gestion agronomique des nutriments. Donc vous voyez ici sur cette diapositive ce petit cercle vertueux que j'ai essayé de représenter ici. Aujourd'hui, des productions agricoles alimentaires sont essentiellement produites à base d'engrais et après leur consommation, notamment par nous, les humains, il y a une production de déchets et ces déchets sont directement rejetés dans l'environnement. Et donc, mettre en place des traitements valorisants comme la méthanisation va permettre de rompre ce cycle, on va dire, de business as usual, en un cycle un peu plus vertueux qui permettrait effectivement à la fois de produire des fertilisants et de l'énergie. Alors, dans les pays industrialisés, dans de nombreux pays du Sud, on observe depuis plus de 10 ans maintenant, voire plus, bien plus pour certains, un boom de la méthanisation. Alors, pourquoi pas, effectivement, en Afrique et dans les zones soudano-sahéliennes où finalement le climat et les conditions agronomiques sont encore plus favorables. Et donc notre objectif, il a été d'utiliser des données scientifiques, des références industrielles, des outils existants pour formuler une démarche et appuyer les politiques de développement des techniques de méthanisation. Et ceci pour adresser cet objectif, donc il a été nécessaire d'améliorer les connaissances sur les ressources en produits résiduaires organiques, sur les technologies existantes, de disposer d'outils adaptés pour diriger des choix raisonnés de techniques de méthanisation. Et donc pour cela, nous avons mis en œuvre une approche en 3 étapes.
La première étape, donc celle que vous voyez affichée, a permis d'analyser et d'apprendre des expériences de méthanisation en Europe et en Afrique afin de pouvoir lever les contraintes liées au développement de la méthanisation en Afrique de l'Ouest. Donc, autrement dit, il s'agissait pour nous d'identifier les technologies de digestion anaérobie pertinentes et viables dans le contexte soudano-sahélien et finalement en tirer des leçons. Alors, c'est des choses que je pourrais aborder rapidement après. La deuxième étape de cette approche participative, c'est appuyé sur le fonctionnement de la chaîne de valeur que nous avons en réutilisant et adapter les outils existants, en essayant de mettre à disposition une boîte à outils composée d'outils spécifiques pour répondre, caractériser ou évaluer chaque étape de la chaîne de valeur, ainsi que sa faisabilité. Alors ici, il s'agissait en fait d'identifier et évaluer les éléments pour l'élaboration d'un business model qui est soutenu par la demande en biogaz et en fertilisant. Et enfin, la dernière étape, alors attendez, j'avance un petit peu pour me permettre. Et enfin, la dernière étape, donc, qui a été d'impliquer les différents acteurs locaux pour l'appropriation des résultats, assurer la durabilité des actions et assurer finalement la diffusion et les connaissances, la diffusion des connaissances et des savoir-faire issus des résultats du projet dans les programmes de formation. Alors, effectivement, l'analyse et les contraintes liées au développement du biogaz sont finalement importantes, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, il est absolument nécessaire de développer, d'assurer et de sécuriser les flux d'approvisionnement en résidus organiques. Et finalement, ça a été dit dans les deux présentations précédentes, il est absolument indispensable de connaître les ressources en matière de résidus organiques et ces ressources, il faut savoir effectivement où elles se trouvent, quand elles sont produites, en quelle quantité, en quelle qualité, pour effectivement assurer le fonctionnement de la technologie. Alors, ces éléments-là que je suis en train de donner sont aussi valables pour le compostage finalement. Et là, on se rend compte que l'enjeu du tri, qu'on a déjà évoqué précédemment, il est véritablement collectif et il est prioritaire. Enfin, les politiques proposées par les différents États doivent être absolument incitatives. On parle aujourd'hui pour la méthanisation de rachat à des prix intéressants d'électricité ou du gaz produit. Il faut aussi une réglementation favorable à la réutilisation des digestats. Cette réutilisation en agriculture, elle ne se fait pas non plus de manière non raisonnée. Normalement, tout ça doit être effectivement facilité. Et bien évidemment, il faut que cet écoulement et cette valorisation des digestats soient sécurisés pour que la filière puisse se développer. Donc, ce qui suppose un écoulement qui soit fiable, régulier, pour éviter de constituer des stocks perpétuels qui deviendraient effectivement des sources de pollution. Alors voilà, les contraintes liées au développement du biogaz en Afrique et les défis auxquels les acteurs finalement doivent relever. Donc, il y a la maîtrise des gisements de matières organiques, l'incitation institutionnelle,
la maîtrise de la chaîne technologique adaptée. Aujourd'hui, donc, lorsqu'on installe une chaîne de méthanisation, une chaîne de valeur méthanisation, effectivement, on va produire un certain nombre de coproduits, on va installer un système de traitement qui lui aussi a besoin d'une certaine maintenance. Et donc, il faut effectivement que localement, on dispose des technologies nécessaires pour pouvoir maintenir, réparer toute la chaîne et pouvoir distribuer, par exemple, je pense au biométhane, en Europe et dans les pays du Nord en particulier, du nord de l'Europe, on a aujourd'hui des distributions de biométhane dans des stations à essence. On est absolument très très loin de cela aujourd'hui en Afrique de l'Ouest en termes de technology readiness level, de niveau de maturité technologique, si je peux traduire ça comme ça. Et donc, voilà, ce point-là est absolument important. Et bien évidemment, il est nécessaire d'avoir la maîtrise des filières de valorisation des digestats. Excusez-moi, je n'avais pas passé la diapo. Alors, ainsi, donc pour chacune des étapes de la chaîne de valeur WABEF, le projet a proposé un outil opérationnel qui permet de répondre spécifiquement à chacune de ces questions simples que vous voyez sur cette diapositive. Donc, alors, en ce qui concerne les gisements de produits résiduaires organiques, quels qu'ils soient, il est question de disponibilité, bien évidemment, donc où, quand, combien, question d'approvisionnement, donc quel approvisionnement pour quel système de méthanisation, et enfin, quelle valorisation pour le biogaz et quelle gestion agronomique pour les digestats. Et après, la grande question qui implique l'ensemble de cette chaîne de valeur, c'est quelle faisabilité pour la mise en place d'un projet de méthanisation sur un territoire donné. Et donc, le projet a essayé donc de développer des outils pour chacune de ces questions et chacune de ces étapes de la chaîne de valeur afin qu'elles soient viables. Alors, je vais juste tenter d'illustrer quelques points et quelques questions. Je ne vais pas toutes les illustrer parce qu'il y a beaucoup d'outils et difficile de présenter ces outils les uns à la suite des autres, bien évidemment, et le temps est compté. Donc, je vais essayer de faire un petit point rapide sur les gisements, puis ensuite sur notamment la valorisation des matières en agriculture. Donc, la question d'estimer les gisements est importante. Et c'est pour moi le levier, enfin pour nous, toute l'équipe de projet, c'est le levier le plus important pour pouvoir mettre en place une chaîne de valeur, une chaîne de traitement des déchets. Et donc, estimer le gisement mobilisable de ces matières organiques suppose effectivement de disposer d'un certain nombre de données sources, la population par exemple, notamment pour le cas des déchets urbains, il faut qu'on sache quelle est la population concernée, quels sont les ratios de production de déchets organiques dans ces déchets solides d'une manière générale, quels sont les ratios de production d'équivalent habitant pour les matières de vidange, les matières, les bouts de stations d'épuration, etc. Ensuite, il y a la question, et ça va nous permettre, de déterminer le gisement brut. C'est un gisement, on va dire, théorique, que l'acteur qui va vouloir gérer ces déchets ne pourra pas forcément mobiliser. Et donc, il y a une deuxième étape qui concerne effectivement le calcul d'un gisement qui va être plutôt maîtrisable.
Donc, effectivement, si ce gisement de matière organique, de résidus organiques est stocké sur une plateforme, que cette plateforme est accessible, ou dans une fosse, par exemple, et ça, c'est ce qui va constituer le gisement maîtrisable. Et enfin, il y a encore un niveau qui est extrêmement important, notamment ici en Afrique, hein, c'est ce gisement mobilisable, effectivement mobilisable pour la méthanisation, qui va impliquer une forme de cession par le producteur initial, par exemple, si effectivement cette matière organique n'est pas valorisée. Et l'objectif est que cette matière organique utilisée pour la méthanisation ne rentre pas en concurrence avec d'autres usages existants, notamment l'usage pour la production de chaleur, hein, pour la cuisson des aliments, pour la construction par exemple, ou même pour la fertilisation directe des cultures. Et donc, si on veut pouvoir utiliser ces matières organiques, il faut qu'on tienne compte de tous ces usages et de la manière dont elle va être disponible. Et ça, c'est complètement lié aux pratiques des producteurs de matières organiques. Donc, que ce soit des producteurs agro-industriels ou que ce soit des producteurs agricoles ou même municipaux, hein, finalement, puisque l'acteur municipal ou collectif va avoir effectivement une action de gestion sur ces déchets organiques. Et là, je pense au tri, par exemple, hein, où justement, une fois les déchets triés, la matière organique, elle sera disponible pour effectivement être triée et valorisée ensuite. Et donc, par exemple, pour le Sénégal, hein, on a des gisements maîtrisables qui sont de cet ordre-là, hein, affichés ici, en bas de cette diapositive, pour différents types de gisements organiques. Et on se rend compte qu'effectivement, ce gisement, il est extrêmement important, mais malheureusement, il est très faiblement mobilisable. Et ça, c'est un gros souci pour le développement de ces filières. Donc, bon, quelques illustrations là sur la manière dont nous avons représenté, par exemple, le cas des déjections animales disponibles et où on définit, on caractérise les potentiels méthanogènes et la valeur agronomique de ces matières organiques agricoles, mais nous sommes aussi en train de continuer à le faire pour les déchets d'origine urbaine et agro-industrielle. Hein. Je viens à l'instant de finir une caractérisation, par exemple, sur des déchets de bananeraies. Alors, important aussi de mettre en place une gestion agronomique des nutriments. Donc, nous sommes capables aujourd'hui, à travers un outil Excel, de calculer une fertilisation raisonnée intégrant des matières organiques différentes, alors du compost, des digestats par exemple. Et ça, ce sont des outils issus là aussi du travail collectif de WABEF sur la valorisation des digestats par exemple. Donc un véritable conseil mixte en fertilisation organique raisonnée. Et enfin, des outils de cadre de modèle d'affaires, hein, ou de business model pour l'énergie et les fertilisants, pour évaluer la faisabilité de la chaîne de valeur. Alors, ce sont des outils relativement simples développés sous Excel et pour lesquels on fait tout simplement une réponse avec un score à une question et on peut évaluer la faisabilité à la fois économique, environnementale, technique, sociale de différents stades de projet, on va dire. Hein. Il y a le montage du projet, il y a le suivi et l'évaluation de projets existants, par exemple, mais il y a aussi un outil qui est resté un petit peu en suspens et j'ai été un peu déçu. Et comme notre public est essentiellement des cadres municipaux probablement, il est
aussi important dans le cadre du développement de ces filières de mettre en place une véritable étude finalement de mix de systèmes de traitement. C'est pas parce qu'on a des déchets que systématiquement, parce que la méthanisation est à la mode, qu'il faudra mettre de la méthanisation sur un territoire donné. Et pourquoi pas effectivement mettre un système de compostage complémenté avec un système de panneaux solaires. Et donc, il est important de pouvoir disposer d'outils pour décider finalement, est-ce que c'est véritablement ce système-là qu'il faut mettre en place. Et c'est un outil qui s'appelle le Product Market Cluster Tool. Et c'est véritablement ces outils qui vont permettre de faire des choix véritablement raisonnés de mise en place de systèmes. Alors, on va continuer. Et donc, voilà, ça se traduit effectivement par des tableurs Excel que l'on remplit et on a une forme de notation à la fin qui nous permet de dire si effectivement tout cela est faisable ou pas. Et enfin, les actions de durabilité pour assurer la viabilité et l'implication des acteurs locaux dans le cadre de ce développement de filière méthanisation, ça a été de mettre en place tout un tas de supports, de formation, de vulgarisation, bon classique, entre des posters, des plateformes, des réunions multi-acteurs, etc. Et puis aujourd'hui un policy brief, alors qui effectivement vit sa vie et on a aujourd'hui de nombreuses demandes d'accompagnement, de suivi. Donc ça c'est effectivement extrêmement intéressant. Voilà, donc vous pouvez télécharger. Oui, j'ai terminé. Je crois que tu arrives à la fin exactement, parfait. Voilà. Est-ce que tu veux encore une ou 2 minutes si tu veux finir? Voilà, c'est ça, je termine. Donc vous pouvez télécharger effectivement un certain nombre de documents vulgarisés sur le site de RUAF. Et puis, je vais conclure avec des perspectives. Donc, bien évidemment, toutes ces questions sont incomplètes et imparfaites. Et elles doivent, tous ces cadres, tous ces outils que l'on a développés, ils sont à adapter en fonction des territoires sur lesquels on veut mettre ça en place. Et voilà, on a toujours besoin en Afrique de l'Ouest de cadres institutionnels incitatifs, toujours besoin de formation à tous les niveaux. Et voilà. Et, à mon avis, il y a un point extrêmement important qui est d'inciter l'implication du secteur privé à investir dans ce secteur. Parce que aujourd'hui, effectivement, des jeunes comme Abdoul qui investissent, qui créent, qui innovent, mais malheureusement, des difficultés à lever des fonds et à poursuivre des projets pilotes aujourd'hui au Sénégal. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et j'espère avoir suscité, comme Adeline, votre curiosité. Merci. Merci beaucoup Jean-Michel, c'était très instructif. Je pense que ça a intéressé un certain nombre de nos participants. Nous allons désormais avoir un nouveau sondage qui va être lancé prochainement. Et nous voudrions cette fois en savoir un petit peu plus de votre part sur la question des technologies. Sur quelles technologies souhaiteriez-vous en apprendre davantage, en savoir davantage? Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir et voir les différentes options mentionnées. Voilà, je pense que nous allons pouvoir clore le sondage et voir les résultats. Voilà, donc il y a un intérêt assez fort sur le compostage à l'aide de mouches soldats noires et également de compostage.
à 40%. Très intéressant. Suivi par la digestion anaérobie à 10%. Et maintenant, nous allons voir si nous pouvons éventuellement avoir un intervenant de Madagascar. Bonjour. Oui, vous nous entendez? Parfait. Parfait, enchanté. Si la connexion fonctionne bien, donc ça serait si vous pouvez vous présenter et expliquer un petit peu votre activité dans le secteur de la gestion des déchets organiques sur à peu près 5 jusqu'à 10 minutes à peu près, si c'est possible. Ah oui, avec la présentation. Voilà, donc une petite dizaine de minutes serait parfaite. D'accord. Okay. Bonjour, donc je suis Miad Zanjay Miaten, la gérante de la société Madacompost, une société qui se spécialise dans la gestion et traitement de déchets à Madagascar, implantée aujourd'hui à Majanga. Majanga, qui est une ville, c'est la troisième grande ville de Madagascar avec 300 000 habitants. Et une capacité de production de déchets évaluée à 100 tonnes jour. À Madagascar, nous ne pratiquons pas de tri à la source et nous ne collectons pas encore la revente sur les ordures ménagères. Pour parler un peu de la législation générale à Madagascar, donc il y a ce qu'on appelle le code de l'eau qui règle le tout. Et puis après, il y a la politique. Oui. Miraz, oui. Est-ce que vous pouvez basculer votre présentation en mode présentation en diaporama? Ça serait l'idéal. D'accord. Okay. Merci. Une minute. C'est bon? Parfait, merci beaucoup. Allez-y. Donc, on reprend, comme je disais tout à l'heure, la ville de Majanga, c'est la troisième grande ville de Madagascar avec 300 000 habitants et une production de 100 tonnes jour de déchets, d'ordures ménagères, tout spécialement. Et nous ne pratiquons pas de tri à la source et nous ne collectons pas encore la redevance sur les ordures ménagères. Le premier responsable de la gestion de déchets, donc, c'est la commune. Et il y a l'État, il y a les lois qui lui permettent de collecter cette taxe, mais l'application de cette collecte de taxes n'est pas encore effective. Et donc là, il n'y a pas de ressources pour traiter les déchets. Et donc, il y a eu une volonté de passer la gestion de déchets en secteur, en service privé. Mais la grande question reste comment approvisionner, comment pérenniser ce service de collecte et traitement de déchets s'il n'y a pas la taxe qui va avec. Donc, pour vous expliquer un peu le schéma de la gestion des déchets dans la ville de Majanga. Il y a donc la précollecte des déchets qui est réalisée par Madacompost et aussi il y a certains privés qui y sont. Et ça, par contre, il y a des collectes directes de taxes ou une redevance auprès des ménages uniquement liées à la précollecte des déchets. On entend par précollecte des déchets, c'est que il y a le chariot que vous voyez en image là. Il y a un agent donc qui tire ce chariot et qui va de porte à porte collecter les déchets et les ramène dans les bennes à ordures déposées par la municipalité. En général, les bennes à ordures, ils sont implantés de l'ordre de 1 à 2 km par quartier. Et c'est ces bennes à ordures-là qui est collectée par la municipalité avec leurs propres moyens. Une fois collectés, donc, les déchets, ils partent à la décharge et c'est Madacompost qui s'occupe du traitement et de la valorisation de ce déchet-là.
Pour parler un peu de la société Madacompost, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, c'est une société à responsabilité limitée créée en 2011 et qui a comme objectif la protection de l'environnement et le développement de l'agriculture périurbaine. Nos activités, donc, c'est de collecter et traiter les déchets et aussi valoriser ces déchets-là afin de les commercialiser plus tard. Mais en dehors de la gestion des déchets et ordures ménagères, nous gérons aussi le service de traitement et collecte de bouts de vidange de la ville de Majanga. Et tout cela, nous les avons formalisés et nous formons aussi donc les entités intéressées par notre pratique qui veulent dupliquer dans leur ville ou juste se former sur le sujet. Et nous réalisons aussi d'autres filières pilotes sur d'autres villes malgaches. Comme je le disais tout à l'heure, nos déchets ne sont pas triés à la source. Et donc, une fois que les déchets arrivent sur la décharge, c'est là que nous commençons le triage. Et d'après les compositions déchets qui existent à Madagascar, plus de 70% de la fraction sont organiques. Donc, actuellement, nous valorisons 40% en compostage et 30% en combustible alternatif. Pourquoi le compostage? Le compostage, parce que le compostage que nous pratiquons, c'est un compostage en aérobie. Et donc, c'est un procédé très, très simple. Et comme nous sommes à Madagascar aussi, donc nous souhaitons utiliser des matériels disponibles localement et qui ne nécessitent pas beaucoup d'investissement. Mais également, le taux de chômage est assez élevé chez nous. Donc, nous optons sur l'aspect création d'emplois également. Mais comme je disais, l'objectif de la société, c'était aussi améliorer l'agriculture. Le compost, nous savons très bien aussi que c'est assez intéressant pour l'agriculture. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de pratiquer le compostage comme manière de valoriser notre matière organique. Mais il y a une quantité assez importante, 30% des déchets aussi sont susceptibles d'être valorisés en combustible. Donc, nous produisons 3 différents produits de briquettes combustibles. Il y a les briquettes charbon qui sont faits à base des déchets de charbon qu'on récupère dans l'ordure ménagère ou bien à partir de la carbonisation des autres fractions organiques dans les déchets. Et donc, on a ce produit-là en substitution du charbon de bois et aussi on a 2 autres produits qui sont en substitution du bois de chauffe mais qui est différencié par leur pouvoir calorifique. Les briquettes agglomérées donc sont à l'équivalence du bois de chauffe, mais par contre les briquettes densifiées c'est avec beaucoup plus de pouvoir calorifique, voire 2 à 3 fois plus que le bois ordinaire. Voilà en général la gestion de la matière organique de chez nous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup d'avoir fait aussi concis. C'était parfait. Donc, il y aura peut-être des questions, mais nous allons passer désormais justement à la phase de questions et réponses. Et nous allons demander à tous les intervenants de revenir à l'écran pour vous voir une dernière fois avant la fin du webinaire. Voilà, nous sommes presque tous là. Voilà. Si nous n'avons pas le temps d'adresser toutes les questions, êtes-vous d'accord que nous vous transmettions les questions restantes? Oui, bien sûr. Oui, vous pouvez me faire un. Okay. Je vais commencer par une question pour Adeline, à partir de la ville de Bukavu. Qu'est-ce qui peut être fait dans une ville qui n'a qu'une seule voie d'évacuer les déchets, une seule voie de brûler les déchets organiques? Comment fait-on à partir d'une situation où on est seulement sur des déchets brûlés?
Ok, donc j'imagine que dans ce contexte-là, il y a juste le brûlage de tous les déchets. J'imagine que c'est pas seulement déchets organiques. Donc, brûler juste les déchets organiques, ça serait pas si problématique, mais commencer de brûler du plastique et autres, là, ça commence à être vraiment problématique. Et ce qu'on a pu voir avant dans l'exposition de Madagascar, sur Madagascar, finalement, si on a tous les déchets qui arrivent à un endroit, on pourrait essayer d'avoir au moins une sorte de tri à l'endroit de la décharge et d'essayer à ce moment-là de faire de la revalorisation. Mais ce qui serait encore mieux, en fait, c'est d'essayer de mettre en place un système de tri à la source. Mais pour ça, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que juste de le dire. Je pense qu'il y a vraiment une grande prise de conscience qui doit être faite. Et également, si on parle au niveau des municipalités, je pense que c'est important de parler aussi du coût d'inaction et de voir les impacts d'une mauvaise gestion, comment ça impacte la santé des gens, l'économie, etc. Et peut-être que là, on pourrait avoir plus de soutien pour éventuellement orienter une gestion vers une gestion plus, disons, adaptée, où on n'a pas seulement des déchets qui arrivent et on les brûle juste. Peut-être que ça serait mieux s'il y a du plastique aussi de les mettre en décharge. Ensuite, si c'est possible, d'essayer d'extraire au moins les déchets organiques pour essayer de les revaloriser. Merci beaucoup, Adeline. Si d'autres intervenants à tout moment souhaitent intervenir, n'hésitez pas. Sinon, je vais passer à la prochaine question qui était destinée à Abdoul, à savoir comment puis-je commencer une entreprise comme la vôtre, comment vous financez-vous, et voilà, donc la question un petit peu du coût de la gestion des déchets organiques, savoir et des revenus. Pour ma part, j'ai commencé sur fonds propres. Déjà, j'avais un emploi qui me permettait d'épargner et de créer ma startup en 2014. L'idée, c'est de commencer quelque part, de commencer petit et de grandir au fur et à mesure. Jusqu'ici, l'activité a pu se financer elle-même, s'autofinancer, sans avoir eu à obtenir un financement extérieur, on va dire. Donc l'idée, c'est vraiment de commencer, d'apporter déjà une solution à un problème environnemental du moins rencontré, et de pouvoir commencer par quelque chose. Dans mon cas, j'ai commencé l'activité dans le quartier où j'habitais, où le camion ne venait pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, problème d'accès au camion. Il y avait des charretiers qui venaient, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les charrettes, ils déplacent les ordures d'un point A vers un point B. Et c'est pour résoudre ces problématiques que j'ai commencé en faisant une prospection aux alentours avec les voisins, voir les gens qui étaient intéressés. Et c'est comme ça que c'est parti. Et actuellement, on est à plus de 1000 clients, entreprises, ménages confondus, et plus d'une trentaine de personnes aujourd'hui qui travaillent ensemble dans ces tâches. Merci beaucoup, Abdoul, pour cette expérience. Nous allons continuer sur la question des coûts et de la rentabilité, qui semble être un point assez crucial et probablement épineux. Pour Jean-Michel, cette fois-ci, qui porte sur le biogaz, directement, le biogaz, est-ce que c'est rentable? Est-ce que cela se vend bien? Je ne sais pas si effectivement il faut se poser la question directement comme ça, hein, parce que ça dépend du niveau de production de gaz, ça dépend effectivement du producteur de gaz, si effectivement il a une autoconsommation ou pas de ce gaz produit, et ensuite, bien évidemment, il y a l'écoulement de ce gaz. Hein. Si effectivement l'utilisateur, le consommateur du gaz final est captif, identifié et contractualisé avec l'entreprise, et bien effectivement, on va avoir un écoulement du gaz qui va se faire, on va dire, assez facilement et naturellement. En revanche, si tous ces utilisateurs finaux, tous ces consommateurs finaux du produit, du coproduit issu de la digestion anaérobie ne sont pas identifiés, ben on part effectivement dans l'inconnu, et il y a de fortes chances que ça ne soit pas
rentable. Mais enfin, d'une manière générale, hein, les déchets, malheureusement, ne rapportent pas beaucoup d'argent. Je reviens en arrière, et toujours sur cette question de rentabilité, mais on repart chez Abdoul. On partit sur la rentabilité avec une question en deux volets. Donc, quelle est la capacité du centre de compostage de Bambilor et la perception des agriculteurs sur le compost produit? Et deuxième question, avez-vous réalisé une étude sur la rentabilité? D'accord. Aujourd'hui, à Bambilor, heureusement, j'ai un terrain de 2 hectares qui est assez grand. Actuellement, sur ce qu'on achemine comme déchets organiques par jour, on n'a même pas encore exploité 10% de l'ensemble du site, ce qui nous permet d'avoir vraiment une autonomie suffisante en termes d'espace sur site. Jusqu'ici aussi, en termes de compost produit, la qualité, elle est de bonne qualité et elle est très prisée par les paysans. Qui plus est gratuit pour eux. Comme je l'ai dit lors de la présentation, le compost n'est pas encore commercialisé, il est offert gratuitement. Donc, ça suscite de l'intérêt auprès de ces agriculteurs. La troisième question, c'était quoi tout à l'heure? Donc, la troisième question, c'était sur une étude de rentabilité. Avez-vous réalisé une telle étude? Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, sur toute la zone Bambilor, Niayes, parce qu'aujourd'hui au Sénégal, l'agriculture prend une part très importante dans le secteur économique du pays, raison pour laquelle pouvoir fournir un engrais de bonne qualité à un prix abordable, le marché est là et il est très rentable. Il suffit juste de pouvoir produire effectivement du compost, de l'engrais de bonne qualité et de pouvoir le vendre à un prix compétitif par rapport à l'engrais qui se vend industriel, qui est commercialisé. Merci beaucoup, Abdoul. Je reviens une nouvelle fois en arrière vers Adeline. Donc, la réponse était tout à fait appropriée. Donc, réponse bien compris, nous brûlons tout car nous n'avons pas de technique appropriée ni les moyens nécessaires pour arriver à transformer. Donc, merci. Et je continue sur une question pour Adeline, à savoir, pensez-vous qu'il soit rentable d'investir dans un système de compostage dans des villes où la matière organique produite représente moins de 20% de la quantité totale de déchets? Oh, c'est une sacrée question. C'est un peu difficile de répondre pour moi comme ça parce que 20% effectivement ça semble peu, mais ensuite il faut voir aussi sur les quantités générales qui sont générées pour pouvoir donner une réponse. Ensuite, d'un terme de rentabilité, je pense que effectivement d'un point de vue d'impact de non-gestion, si c'est une très faible quantité qui est produite, ça sera peut-être moins important. Maintenant, comme on a pu le voir avant, les techniques de compostage ne sont pas vraiment très coûteuses et dans des endroits où, par exemple, il y a un gros taux de chômage et les salaires ne sont peut-être pas toujours très élevés, peut-être que c'est effectivement rentable de pouvoir faire du compost. Mais ça dépend toujours du cas par cas. C'est très difficile de répondre de manière générale et ça dépendra beaucoup des quantités générées, non seulement du pourcentage, mais de la quantité générale. Merci beaucoup, Adeline. Pour l'instant, donc, on va peut-être passer à Mira Jazo. Est-ce que je prononce correctement votre prénom? Peut-être pas. Hein. Vous êtes encore, votre micro est éteint. Si vous pouvez l'allumer sur le panneau, sur le volet gauche du panel. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est parfait, on vous entend. Une question peut-être pour vous, mais également pour tout le monde, sur une question là où on zoome maintenant sur les marchés de fruits et de légumes. Est-ce que vous connaissez en général tous des meilleures pratiques, des exemples positifs pour organiser la collecte de déchets organiques auprès de ces marchés? Et comment organiser un marketing autour du produit, autour du compost?
Voilà, donc c'est une première question un peu marché. Et puis, c'est un petit peu lié. Quels sont les obstacles principaux pour développer le compost à plus grande échelle? Ça concernera peut-être le cas à Madagascar. Voilà, comment développer des débouchés. Ok. Je vais peut-être commencer par le collecte des déchets au niveau des marchés. Je vais parler de notre expérience récemment. Comme je disais tout à l'heure, à Madagascar, les déchets ne sont pas triés. Et donc, nous avons pris l'initiative de sensibiliser les vendeurs au marché de pré-trier leurs déchets. Et à l'issue de leur tri, nous avons mis des bennes, deux bennes différentes, une benne pour les déchets organiques et une autre benne pour les autres déchets, peu importe ce qu'il y a dedans, mais tant que ce n'est pas organique, ils mettent dans la benne différente. Et à partir de cela, donc, nous avons eu les déchets de marché qui est, on va dire, à plus de 90% matière organique, puisque ce sont des déchets de fruits et légumes. Et là, on les ramène directement à la décharge et comme ça, on ne passe plus au triage, mais on a directement composté et on a eu un produit de très haute qualité. Et cela, je me retourne directement vers la commercialisation puisque chez nous, les produits sont vendus. C'est pas comme au Sénégal, là où c'est donné, mais c'est commercialisé. C'est commercialisé, il y a beaucoup de demandes, mais le facteur limite aujourd'hui, c'est que chez nous, au Madagascar, les paysans ne sont pas encore habitués à utiliser de l'engrais. Ils n'ont pas de budget spécifique, on va dire, pour l'engrais. On se contente de la culture traditionnelle. Mais si dans d'autres villes donc, qui sont habitués à utiliser de l'engrais, moi je dirais que c'est assez intéressant. Et tant qu'on a un produit de très bonne qualité, ça attire toujours la clientèle. Et même si on n'a pas l'habitude d'utiliser de l'engrais, pour avoir un rendement amélioré, nous avons à améliorer aussi la qualité de notre compost, sachant que le compost n'est qu'un amendement. J'entre peut-être dans des aspects trop techniques, mais c'est juste un amendement. Pour satisfaire le besoin de l'agriculteur, il faut que ce soit un engrais. Et donc, nous, on a enrichi notre compost qui est devenu un engrais. Et là, ça part un peu plus vite. Donc, c'est là la démarche pour répondre un peu comment attirer la clientèle. Nous avons enrichi le compost et nous vendons donc une gamme de produits assez complets pour faire court. Ok. Je vais malheureusement devoir clore ici, parce que nous nous approchons très très bientôt de la fin de notre webinaire. Mais par rapport aux questions, ne vous inquiétez pas, les questions restantes seront transmises aux intervenants. Voilà. Et merci en tout cas, merci beaucoup aux intervenants pour vos présentations de qualité, pour ce vaste panorama de solutions. Merci aux participants d'avoir été là et d'avoir écouté toutes ces présentations intéressantes. Et je finis en vous rappelant que notre discussion, ce webinaire, sera mis en ligne sur le site internet du New Urban Agenda, sur lequel vous êtes enregistrés. Voilà, donc merci à tous et bonne soirée, bonne matinée où vous êtes. Bonne fin d'après-midi. Merci, bonne fin d'après-midi. Merci. Au revoir. Oui, bonne fin de journée à vous tous. Au revoir, à bientôt.